C'est un plaisir de t'avoir C'est un plaisir également, voilà, Xavier. en début d'été. Oui, presque. On commence. Donc, effectivement, chaque fois que tu viens nous voir, il y a des nouveautés au niveau des collectes des données. Donc, on attend encore des nouvelles choses de ta part. Il y a un petit peu moins de nouveautés cette fois par rapport à la dernière intervention, dans le sens où le mécanisme est, j'espère, un peu rodé par rapport à l'historique, je vais y revenir, et par rapport aux données de flux. Normalement, on va dire le SI entre Operat et puis Enedis fonctionne correctement. Les systèmes d'information, quand tu dis SI, Exactement, voilà, système d'information, pardon. Tout ce qui est informatique. Ça. Voilà, on va essayer de ne pas vous noyer sous les acronymes. Oui, non, je vais faire attention. Donc, alors, sur ta présentation, tu commences par un petit quiz ou, Oui, juste allez, pour voir si les gens ont la petite zapette. Tiens, Parce qu'effectivement, le rôle d'Enedis dans le cadre du décret tertiaire, ah oui, là c'est un bref rapide, je le ferai après, c'est bien de fournir des données de consommation et donc en nombre assez important au niveau national. Et donc juste un petit quiz, on y vient après ce slide, pour savoir si vous avez tous une idée de la volumétrie qui est concernée. Alors, juste quelques mots, je vais être rapide, ce n'est pas l'enjeu, sur Enedis. Enedis, le distributeur d'électricité sur 95% du territoire, 38 000 salariés. Nous sommes présents sur toute la France à travers 800 sites. Nous avons un petit peu plus de 37 millions de clients. Notre réseau qui couvre toute la France en moyenne et basse tension, c'est à peu près 35 fois le tour de la Terre, donc 1 400 000 kilomètres. Et puis, voilà, en termes de quelques chiffres financiers, Enedis, donc c'est un chiffre d'affaires de 14 milliards, mais c'est surtout plus de 4 milliards d'investissements par année sur le réseau. En l'occurrence, en 2021, c'était 4,4 milliards. Alors, au niveau du quiz, la question est la suivante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Enedis donc, va répondre à un certain nombre d'assujettis sur l'historique de conso entre 2011 et 2019. À votre avis, au 31 mai dernier, est-ce qu'Enedis a remonté les historiques de consommation pour 12 774 points de comptage, PRM, 98 315, 648 237 ou 5 542 612? C'est un peu vicieux parce que je vois que tu as mis des unités. Oui, j'ai évité les chiffres ronds. Des chiffres ronds. Donc, comme ça va être intéressant de voir. C'est pour brouiller le public. Donc, vous avez, allez, on vous laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0 pour voter. D'ailleurs, je crois que tu avais posé cette question-là la dernière fois. Je me souviens oui, mais plus. les chiffres ont changé. Eh bien, oui, les chiffres ont changé, donc je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Allez, voilà, le public a voté. 5 millions en majorité, est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas ça. Ceux qui ont voté ont raison à hauteur de 35%. C'est 648 237 PRM pour lesquels Enedis a remonté l'historique le 31 mai dernier, en sachant qu'il y a une accélération, puisque ces 648 000 PRM ont été sollicités à travers 2702 mails. Là, c'est la réalité, hein, ce n'est pas inventé. Et en fait, plus de 1000 sur le seul mois de mai. Donc, on voit que ça accentue. Oui, une accélération forte. Voilà, je te laisse avancer sur ta présentation. Très bien. Donc, au niveau du calendrier du dispositif écotertiaire, quelques redites, hein, j'espère, pour l'ensemble d'entre vous, puisque vous le savez peut-être déjà. Donc, depuis le 31 décembre dernier, la possibilité d'importer les données de consommation sur Operat. Depuis le 1er avril dernier, la possibilité de saisir l'année de référence dans Operat et donc de fixer les objectifs à atteindre par rapport à cette année de référence. Et puis attention, une date très importante, le 30 septembre prochain. Là, c'est la date limite pour déclarer les consommations 2020-2021, pour déclarer l'année de référence qui est comprise entre 2010 et 2019. Voilà les points importants. Le 30 septembre prochain, c'est une date qu'il ne faut pas louper. Alors, en ce qui concerne le flux de consommation, il y a différentes manières. L'assujetti donc peut, de manière complètement autonome, je ne sais pas si c'est votre cas, renseigner les données de consommation de ses propres points de comptage, soit à travers ses archives de factures, soit à travers son espace client-fournisseur, quel que soit son fournisseur, ou à travers l'espace client d'Enedis. J'ai même rajouté une adresse mail qui permet donc
récupérer ces consommations auprès d'Enedis. La deuxième solution qui est normalement plus souple et plus facile pour l'assujetti, c'est bien à travers le portail Opérate de l'ADEME de donner son consentement pour que l'ADEME puisse récupérer pour son propre compte les données de consommation auprès d'Enedis. Alors, vous avez en dessous un petit schéma qui schématise ce que j'appelais, Xavier, tout à l'heure, le SI, le système d'information qui a été mis en place entre la plateforme Opérate et Enedis. Au niveau de l'historique des consommations, là aussi, il y a deux options. La première, c'est la même que pour le flux, c'est-à-dire que chaque assujetti peut peut récupérer ses archives de factures depuis 2010 et puis donc avoir les valeurs cumulées annuelles, quelle que soit, on va dire, la période de 12 mois. Ça peut être du 1er janvier au 31 décembre, mais ça peut être également du 1er mai au 30 avril. Donc voilà, une capacité, si l'assujetti peut le faire, souhaite le faire, de récupérer par lui-même ses propres consommations. Par contre, sachant que tous les assujettis ne pourraient pas faire ça, Enedis a mis en place donc un formulaire type et une adresse mail type. Vous la voyez, hein, dct-décret-tertiaire@enedis.fr. En fait, lorsque vous envoyez ce formulaire type, alors attention, je vais le détailler après. C'est important de ne pas changer la forme de ce fichier car on a développé un petit robot qui permet à partir de ce fichier type de remonter sous 48 heures environ l'historique de consommation. Donc, au niveau c'est plus clair, Xavier? Est-ce que là, c'est un peu flou? Est-ce que les téléspectateurs… Oui, c'est bon. En ligne, c'est plus clair, oui. Bon, alors là, je vais le faire. J'ai l'impression de ne pas avoir mes lunettes, mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Sur ce fichier, vous avez un premier onglet qui est le mode d'emploi, qui récapitule assez précisément voilà, l'utilisation, mais qui est vraiment très, très simple de ce fichier. Donc ça, c'est le premier onglet. Si on passe sur le deuxième onglet, la déclaration sur l'honneur, là encore une fois, c'est bien pour déclarer sur l'honneur à Enedis que vous êtes bien les titulaires des contrats pour ces différents points de comptage. Et puis le troisième onglet, où là, vous avez donc des colonnes qu'il ne faut surtout pas toucher, surtout pas insérer de nouvelles colonnes, et bien respecter ce qui est demandé, où vous avez principalement le numéro de SIRET et le numéro de point de comptage sur 14 chiffres, sans espace, sans caractères spéciaux. Et puis, vous avez sur 5 colonnes l'adresse. Donc, voilà les éléments que vous pouvez compléter pour vos propres points de comptage ou ceux de vos clients et envoyer donc à l'adresse générique que je vous ai présentée il y a 2 slides. Alors, là, c'est des données factices, bien sûr. En fait, ce que je dois vous dire, c'est que si ces éléments-là ne sont pas respectés au niveau de la forme, par exemple une erreur sur le numéro de SIRET ou une erreur sur le numéro de PRM, forcément, vous allez avoir un retour en erreur. Vous avez également une autre difficulté, et moi j'ai eu quelques personnes au téléphone récemment et c'est une vraie difficulté, mais je préfère être franc et vous le dire, c'est qu'en fait, nous fournissons au titulaire du contrat son historique de consommation à partir du moment où c'est lui qui est titulaire du contrat. Ça veut dire, en fait, tout ce qui est postérieur à la dernière date de mise en service. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes titulaire d'un contrat d'électricité sur un point de comptage à partir de mi-2017, le fichier va vous retourner 2 années. Il va vous retourner les années 2018. Donc, ça commence au 1er janvier qui suit la dernière date de mise en service. Donc, vous aurez 2018 et 2019. Et donc, c'est effectivement un souci puisque récemment, une personne m'a contacté par rapport à un fichier qu'il avait envoyé où il lui est revenu tout en erreur, enfin tout en erreur sans données. Et en fait, effectivement, il y avait beaucoup de mises en service qui étaient de 2022. Donc là, malheureusement, lorsque les dernières mises en service sont en 2022, je pourrais dire la même chose sur 2021 ou sur 2020 ou sur 2019. Là, pour le coup, comme Enedis s'est engagé à remonter l'historique entre 2011 et 2019, pour le coup, pour ces mises en service qui sont postérieures à 2019, il n'y a pas de remontée de données historiques. Alors, je vais en profiter pour faire rapidement un point sur une offre qui s'appelle Prioréno, qui a été construite en partenariat avec la Banque des Territoires et GRDF. Et cette offre-là, elle s'adresse donc aux collectivités locales. Alors, pourquoi faire? Pour fournir une vision du parc immobilier
Et c'est une aide à la priorisation de la rénovation des bâtiments publics, donc une aide à la priorisation, donc une aide à la décision. C'est pour qui, je vous l'ai dit, c'est pour l'ensemble des collectivités territoriales qui souhaitent intégrer le dispositif. Le périmètre, c'est la Maille France et tous les bâtiments à usage public. Et à partir donc, du deuxième trimestre 2022, sur le site de la Banque des Territoires, vous pourrez avoir plus d'informations sur cette offre qui permet encore une fois de récupérer les données de consommation d'Enedis, les données de consommation de GRDF, et puis derrière, il y a on va dire un algorithme qui a été développé par la Banque des Territoires à partir de données foncières, du bâti, et l'ensemble de ces éléments, lorsqu'ils sont entre guillemets consolidés ensemble, permet d'avoir une priorisation sur les bâtiments les plus énergivores, et donc une aide à la décision sur l'ordre dans lequel les collectivités territoriales vont attaquer, si je peux dire, la rénovation de leurs bâtiments. Voilà, Xavier, je ne sais pas s'il y a des questions en direct sur le chat. Voilà, il y a des questions, mais sur l'ordre qu'il y a sur les bâtiments, là, sur cet outil que tu viens de donner, est-ce qu'on distingue des bâtiments administratifs, des bâtiments, des piscines et gymnases? Alors, en fait, c'est bien la collectivité territoriale au démarrage qui va définir avec, donc ils ont des interlocuteurs parmi Banque des Territoires, GRDF et Enedis, ils vont définir le périmètre sur lequel ils veulent appliquer ce travail-là. Selon moi, alors encore une fois, il y a eu des expérimentations l'an dernier qui ont amené à la signature de cette convention tripartite en février avec la ministre de la Cohésion des Territoires. La vraie industrialisation du service commence maintenant, deuxième trimestre 2022. Je pense que ça aurait peu de sens de comparer une crèche avec une piscine. Donc, je pense qu'il faut définir au début quelle est la cible et puis comparer des choses qui peuvent être comparables dans l'envoi qui est fait à la Banque des Territoires. Oui, alors on voit aussi là sur l'accélération qu'il y a sur les demandes qui vous sont faites, puisque finalement, en un mois presque, on a fait la moitié de ce qui avait été fait, la moitié, un peu moins, mais de ce qui avait été fait. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous allez arriver à suivre, parce que là, ça va être une accélération incroyable sur les derniers mois. Alors, je ne sais pas trop, parce que nous, on avait fait une prévision lorsqu'on a développé notre petit robot en termes de flux, et je crois que je l'avais dit l'an dernier à un séminaire grand circuit, on imaginait autour d'1 million en France, 1 million de PRM. Donc là, on a vu qu'on était à 648 000 fin mai. Ça peut vouloir dire qu'il n'y aura pas forcément de nouvelle accélération. Peut-être que le rythme qu'on a vu en mai va se maintenir en juin, en juillet, mais de toute façon, la fin est proche puisque c'est septembre. Et par rapport au volume qui était un chiffre, on va dire, arrondi à 1 million, on voit qu'on est quasiment à 65%. Donc, je pense que le gros, enfin, en tout cas, une grande partie est passée. Oui. Toi, les collectivités qui viennent vers toi, finalement, c'est quoi leur demande aujourd'hui? C'est d'avoir leur historique de consommation. Est-ce qu'elles font des questions aussi à Enedis sur des typologies de travaux, sur des installations qu'il pourrait y avoir? Alors, non, sur la partie typologie de travaux, ce n'est pas du tout notre domaine de spécialité et il y a des entreprises qui le font très bien. Par contre, effectivement, notre relation, elle est très, très forte avec les collectivités locales de manière générale, puisqu'on est même en train de développer un nouveau portail fournisseur moderne, comme il se doit. Le nôtre est un petit peu obsolète, pour pouvoir répondre à tout un tas de services, que ce soit des services de consommation, que ce soit des services liés à l'éclairage public, mais là, on sort du cadre du décret tertiaire. Donc, on a des interlocuteurs privilégiés pour toutes les communes de France qui sont donc au service des maires et de leurs équipes pour être capables de répondre à leurs questions autour de l'énergie. Sur la partie décret tertiaire, on n'est plus sur de la fourniture de données classiquement, mais bien sûr, on a toute une palette de services pour les collectivités. Oui, mais là, j'élargis le sujet volontairement. Hein. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, les collectivités sont face à plein d'enjeux, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de mobilité électrique, donc effectivement, il faut qu'elles installent aussi des bandes de recharge sur la voirie, sur l'espace public. Tu me tends une perche, là, je vais la saisir. Oui, mais elles sont aussi, on voit qu'il y a eu un enjeu sur le photovoltaïque, donc on oblige les collectivités, on pousse l'ensemble de la société à installer du photovoltaïque. Elles ont un enjeu effectivement sur la rénovation énergétique de leurs bâtiments, et donc il y a beaucoup de choses à faire. Bon, vous êtes au cœur de ce sujet-là, mais elles ont beaucoup de choses. Est-ce qu'elles vous interrogent sur ces trois ou sur d'autres sujets? Oui, alors clairement, tu as cité les trois principaux sujets
projets que j'aurais cités. Donc, je vais laisser de côté celui de la rénovation, puisque j'en ai parlé avant. Mais sur les deux précédents sujets, mobilité électrique et puis intégration d'énergie renouvelable, photovoltaïque par exemple, c'est clairement des sujets sur lesquels elles viennent chercher l'expertise technique d'Enedis. Alors, c'est quoi l'expertise technique d'Enedis? Je vais le faire très simplement. C'est une expertise de réseau. Nous, notre cœur de métier, c'est d'exploiter, de concevoir, de développer, de moderniser le réseau. Ce qui veut dire qu'à la fois sur des IRVE, donc les infrastructures de recharge des véhicules électriques, sur le domaine public, mais d'autres cas aussi, on pourrait parler du résidentiel collectif, que ce soit sur l'intégration de panneaux photovoltaïques, notre plus-value en amont, c'est de travailler avec le porteur de projet, une collectivité ou un porteur de projet privé, pour être capable de dire, attention, vous demandez, vous sollicitez le réseau là en consommation ou en injection, à cet endroit, c'est facile. Alors, je le dis volontairement de manière caricaturale, facile, ça veut dire c'est pas cher et c'est rapide. Par contre, à cet endroit-là, notre réseau, on doit l'adapter. Donc, forcément, il y aura peut-être 9 mois de travaux et ça sera forcément un peu plus coûteux. Donc, on est capable de travailler avec eux, là aussi, pour les aider, soit à maintenir leurs décisions. Le maire, par exemple, il veut devant la mairie, je prends un cas caricatural aussi, 4 bornes de recharge et il veut que ça soit devant la mairie. Nous, on va lui dire, si vous les déplacez de 50 mètres, ça peut être un cas de raccordement facile. Par contre, si vous les laissez devant la mairie, il y a 6 mois de travaux et ça sera plus important. Derrière, au maire de choisir de garder son emplacement ou pas. Même chose, en fait, on travaille avec un certain nombre de parties prenantes et la région qui a mis en place un cadastre solaire pour l'injection, les panneaux photovoltaïques, pour être capable de dire à un porteur de projet, votre projet de tant de kilowatts en toiture, par exemple, il va être facile à raccorder sur le réseau ou plus difficile. Donc, en fait, ces demandes-là, les collectivités locales, on se rend compte qu'il y a une accélération fantastique, mais quand je dis fantastique, et puis les annonces qui ont été faites récemment par rapport au prix de l'énergie, par rapport à notre souveraineté énergétique et par rapport donc au gouvernement qui souhaite une intensification notamment du photovoltaïque, on se rend compte que le nombre de raccordements au réseau de petites installations ou de grosses installations, mais il est d'une augmentation vraiment fantastique. On l'a vu l'an dernier. Cette année, c'est pareil, on est en train de se mettre en ordre de bataille pour être capable, notamment avant l'hiver prochain. On parle beaucoup de l'hiver prochain en disant est-ce qu'on aura suffisamment de gaz, est-ce qu'on aura suffisamment d'électricité pour permettre un maximum de raccordement. Donc, l'ensemble des porteurs de projets, publics ou privés, viennent nous solliciter et souhaitent qu'on puisse raccorder au réseau le plus vite possible. Voilà, et donc je voulais en arriver à ma dernière question, c'est dire est-ce qu'aujourd'hui une collectivité, elle est là je parle du décret tertiaire, et là tu parlais de bâtiments administratifs avec la mairie par exemple, mais est-ce qu'une collectivité, elle peut réfléchir que décret tertiaire ou tu penses qu'il faut qu'elle réfléchisse décret tertiaire, photovoltaïque et IRVE tout en même temps parce que finalement tout se tient presque? Ah bah, bien sûr, elle doit, en tout cas nos interlocuteurs privilégiés, les invitent à prendre le projet dans sa globalité. Je vais donner un exemple. Je travaille avec la région Île-de-France sur la problématique des lycées. Donc, Valérie Pécresse a une volonté d'avoir rénové l'ensemble des lycées d'ici 2027. Donc, on pense rénovation énergétique. Mais là, bien sûr que dans le cadre de lycées, il faut penser bornes de recharge de véhicules électriques dans l'enceinte des lycées. Il faut penser, dans certains cas, peut-être pas tous, mise en place de panneaux photovoltaïques. On peut même penser pédagogie vis-à-vis des lycéens en leur affichant peut-être la consommation de la veille ou la consommation du mois dernier pour les sensibiliser à la consommation et aux moyens de la réduire. Donc, je crois que ces sujets-là, aujourd'hui, c'est des sujets qui permettent de consommer moins. Et même si l'électricité en France, elle est décarbonée, on sait très bien que l'efficacité énergétique, voire la sobriété énergétique, c'est une des clés pour être capable de passer le cap des prochaines années en termes à la fois de décarbonation et de sobriété énergétique. Voilà, donc il faut sûrement avoir une vision globale. Et en tout cas, des choses. Vous pouvez l'avoir. Voilà, on peut applaudir Frédéric Couraud pour Enedis. Merci Frédéric pour cette intervention.